Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, mère de famille, investisseuse et auteure du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Aurélie sur ma chaîne YouTube. Aurélie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, merci Ting sur cette invitation. Moi, je suis collaboratrice au sein d'Amarissimo, un cabinet d'expertise comptable qui est dédié aux investisseurs immobiliers, où nous avons le plaisir aujourd'hui d'accompagner plus de 6000 investisseurs qui ont les mêmes objectifs que vous. D'accord. En fait, dans l'immobilier, il y a beaucoup de préjugés. Dès qu'on se lance dans l'immobilier, on pense que la création d'une SCI est obligatoire. Est-ce que vous conseillez tout de suite de créer une SCI quand on se lance dans notre premier studio, dans notre premier parking? Comment ça se passe? Alors attention, effectivement, si j'avais un conseil à donner sur ce sujet, la SCI, on en entend beaucoup parler, nous aussi, on mène un certain nombre d'entretiens et de rendez-vous avec des investisseurs tout au long de nos journées et c'est une remarque qui revient très régulièrement. La SCI n'a pas vocation à vous faire briller dans les dîners en soirée. J'ai des propriétaires qui ont investi, qui ont créé des SCI, qui n'avaient aucun objectif derrière et qui ne leur sert à rien. Si la SCI a été créée seulement peut-être, alors je vais être un petit peu vulgaire, mais tant pis, pour engraisser des conseils qui ont pris des honoraires à la Constitution et qui continuent en fait de faire vivre peut-être des experts comptables pour facturer des bilans, il n'y a pas d'intérêt. Qu'on soit clair, la SCI doit répondre aux objectifs de l'investisseur. Alors, quels sont les objectifs qu'il va avoir sur une SCI? Ça va plutôt être des objectifs de simplification de gestion. Je m'explique. Lorsqu'on a une SCI, on a la possibilité en fait de décorréler la propriété finalement du bien des pouvoirs de gestion. Ça veut donc dire que dans les statuts, on va pouvoir confier au gérant un certain nombre de pouvoirs qui va se conserver et on va pouvoir transmettre des parts de cette SCI tout en conservant la gestion de la dite société. C'est souvent l'objectif numéro 1 qui est recherché. Deuxièmement, quand on va avoir une volonté de créer une SCI, parfois certaines personnes viennent chercher de la défiscalisation. Tout à La fait. SCI, dans sa forme la plus courante, n'est pas un outil de défiscalisation. Ce n'est pas parce qu'on détient un bien via une SCI qu'on va pouvoir réduire ses impôts. Et alors du coup, attention, parce que la SCI est une société civile immobilière et donc elle a vocation à avoir une activité purement civile et elle n'a pas vocation à héberger une activité de location meublée, par exemple. Alors, il y a des seuils de tolérance. On peut avoir jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires dans la SCI en location meublée. Mais ce n'est pas l'objectif. Donc, attention, la SCI, on comprend que c'est pour simplifier la gestion. C'est un outil qui va aider dans la transmission de son patrimoine, notamment quand on va vouloir céder des parts de sa SCI à ses enfants. Et si la société est endettée, eh bien la valorisation de la part est moins importante. D'autant plus que fiscalement, l'administration fiscale accepte une décote de cette part qui est autour des 10%, puisqu'en fait, ce n'est pas un produit liquide sur le marché. Donc, on comprend qu'il y a une décote dans ce sens. Mais dès lors qu'on a répondu à cet objectif de transmission et de gestion, attention, ce n'est pas un outil de défiscalisation si c'est la conclusion qu'on doit avoir sur la SCI. Autre point et autre avantage d'une SCI, une SCI va être intéressante dès lors qu'on va vouloir mettre en commun des fonds de plusieurs foyers qui ne seraient peut-être pas membres d'une même famille et donc du coup de mettre en commun pour pouvoir accéder à l'immobilier. Ça peut être une solution aussi. Et du coup, dans ces statuts, de pouvoir organiser et régler le fonctionnement de la SCI. Ça va éviter certains déconvenus peut-être à terme puisque les statuts vont être très explicites sur le fonctionnement de cette dernière. Par ailleurs, également, on va pouvoir prévoir des clauses d'agrément dans sa SCI et peut-être organiser des droits de
préemption, entre guillemets, sur les parts, c'est-à-dire on est associé avec 3 amis, l'un d'entre eux décide de vendre ses parts, eh bien, on va pouvoir prévoir dans les statuts qu'on est prioritaire sur l'acquisition de ces parts. Voilà à quoi va servir la SCI sur des exemples concrets. D'accord. Juste un exemple concret, parce que tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de la transmission. Donc, j'ai 2 appartements, un qui vaut 100 000, l'autre qui vaut 150 000 et j'ai 3 enfants. Donc, au lieu de vendre les appartements, je peux créer une SCI avec les 2 appartements. Donc, la valeur patrimoine, c'est 250 000 euros, puisque 100 000 euros plus 150 égale 250. Et je l'ai transmis à part égale à mes 3 enfants. Oui, c'est ça. Alors, c'est aussi pour ces notions d'équité dans la transmission où c'est important parce que vous voyez quand on parle, alors là vous parlez d'un exemple de 2 appartements, mais si vous deviez céder ces 2 appartements à vos 2 enfants, eh bien, il y en a un qui a une valeur de 100 000 et l'autre de 150 000. Absolument. Il y a un certain déséquilibre. Alors que si vous transmettez 50% des parts à l'un et 50% des parts à l'autre, vous rentrez dans une forme d'équité. D'accord. Oui. Donc, dans ce sens, là aussi, c'est plus simple. En fait, Aurélie, j'avais entendu dire que la SCI à l'IS, si on ne sort pas les dividendes de la société, il y a une possibilité de réduction d'impôt. Oui, tout à fait. En fait, la société civile immobilière, alors au préalable, tout à l'heure, je vous disais que dans une société civile immobilière, dans sa forme la plus courante, on est à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que c'est une société dite transparente. Et ça veut donc dire que les fonds les revenus qui arrivent dans ce TSCI, eh bien, ce sont les associés qui sont taxés directement. Mmh. Donc, ce n'est pas une solution optimisante. Il y a en rien, via la SCI, une optimisation possible quand on est à l'impôt sur le revenu. Sauf à réaliser des travaux, mais là, on est dans un schéma complètement classique. La société civile immobilière, par contre, offre la possibilité d'opter sur l'impôt sur les sociétés. Et l'avantage, eh bien, c'est qu'on rentre dans des règles d'optimisation et dans des règles comptables similaires à une société, et on va donc pouvoir amortir la valeur de l'immobilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire qu'on va considérer que si votre bien immobilier vaut 100 000 euros, eh bien, chaque année, on va déduire une charge fictive pour la dépréciation de l'usage qu'on en fait. Donc, on va considérer que le fait de louer cet immeuble, eh bien, chaque année, il va perdre de sa valeur comptablement parce qu'il est mis à disposition. C'est un outil professionnel. Ce qui veut donc dire que on a une charge peut-être qui serait de l'équivalent de 2 000, 2 500 euros. Mais c'est une charge fictive. Oui. Et qui va contribuer à anéantir ses revenus locatifs. Imaginons qu'on ait à côté 4 000 euros de revenus locatifs. Très bien. On a 2 500 euros d'amortissement. OK. Je n'ai rien payé. C'est-à-dire que je suis taxée sur 1 500. Un peu d'intérêt d'emprunt, un peu de taxes foncières et mes revenus sont anéantis. Ils sont à 0. Donc, fiscalement, c'est intéressant parce que je ne deviens plus taxée. De même que parfois, je pourrais avoir un même scénario, sauf que j'ai un résultat taxable dans ce scénario parce que le taux de rendement est beaucoup plus important. Donc, on va se dire à ce moment-là que j'ai un résultat de 1 000, par exemple, sur ma société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Eh bien, si j'ai un résultat de 1 000, je vais être dans les barèmes de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que je vais être taxée à hauteur de 15%. Et je ne vais pas voir de prélèvements sociaux sur ma société immobilière puisque mon barème est de 15%. Donc, je vais payer 150 euros d'impôt. Ce même schéma sur une société civile à l'impôt sur le revenu, eh bien, en fait, je paierai en fonction de la tranche marginale de l'investisseur. Donc, c'est en fonction de la catégorie de l'associé, dans quelle catégorie il est. Souvent, la classe moyenne de ces investisseurs, c'est des personnes qui sont dans une tranche marginale d'imposition à 30%. D'accord.
auquel on ajoute des prélèvements sociaux de 17,2%. Donc, sur une base de 1 000 euros, eh bien, on a une taxation qui interviendrait à 47,2%, donc 472 euros. Donc, si on fait tout de suite un ratio SCI à l'IR, impôt sur le revenu, je paye 472 euros. D'accord. Ma SCI à l'impôt sur les sociétés, je n'en paye que 150. D'accord. Donc, c'est intéressant. Petite précision quand même. Les fonds appartiennent à la société civile immobilière, à l'IS. Ça veut donc dire qu'ils sont taxés sur ma société, mais que si je veux les utiliser, prendre le résultat, je vais sortir ces fonds de cette SCI vers mon patrimoine personnel. C'est bien ça. Et là, il y aura une autre taxation à hauteur de 30%. Ah. Donc, attention, parce que très souvent, le raisonnement, c'est de se dire « je veux chercher de la défiscalisation et donc l'impôt sur les sociétés est intéressant ». Mais il faut avoir une vision d'ensemble parce qu'il y a une autre taxation dans la sortie des dividendes. D'accord. Donc, la SCI à l'IS, c'est plutôt pour transmettre. Déjà, je ne sors pas les dividendes. Je garde les fonds dans la société pour réinvestir. Ensuite, c'est dans le but de… il ne faut pas les revendre non plus. J'imagine, à la revente, il y a une grosse taxation. Oui. Alors, c'est un peu le comparatif entre une société civile à l'impôt sur le revenu et une société civile à l'impôt sur les sociétés. Ma société civile à l'impôt sur le revenu, elle répond aux mêmes règles que la fiscalité des particuliers qui détiennent des biens en nom propre et directement. Ça veut donc dire qu'au-delà de 22 ans de détention, si je fais une plus-value immobilière, eh bien, je ne paye pas d'impôt sur cette plus-value parce que au bout de 22 ans, aujourd'hui, je suis défiscalisée. L'inverse est complètement différent dans une société civile à l'impôt sur les sociétés. Exemple, ma société civile immobilière a un bien qui a une valorisation de 200 000 euros. Prenons l'exemple qu'au terme des 20 ans, j'ai complètement amorti mon bien. Bon, ça ne se passe pas comme ça, mais là, c'est juste pour qu'on comprenne le raisonnement. Ça veut donc dire que si j'ai amorti, la valeur de mon immeuble est réduite à 0, si je l'ai amorti totalement, c'est-à-dire que j'ai 200 000 euros d'un bien immobilier. Tous les ans, j'ai passé cette fameuse dépréciation pour les amortissements. Et ça veut donc dire que mon immeuble est réduit à une valeur nette comptable à 0. Oui. Si je vends ce bien immobilier sans même faire de plus-value, je le vends 200 000. Je l'ai acheté 200 000, je le revends 200 000. Eh bien, je serai taxée entre les 0 et les 200 000 euros. D'accord. À hauteur de mon barème fiscal de l'impôt sur les sociétés. Le barème de l'impôt sur les sociétés, donc une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, donc à l'IS, comprend 3 barèmes. Le premier, c'est quand on est taxé sur du chiffre d'affaires, un résultat, et non le chiffre d'affaires, entre 0 et 38 120 euros, on est taxé à 15%. Quand vous dites le résultat, c'est quoi? C'est pas les loyers? Non. C'est les loyers. Non, ce n'est pas les loyers. C'est par exemple, j'ai 20 000 euros de revenus locatifs, donc mes loyers. J'ai mon amortissement comptable de 15 000 euros. J'ai des charges à hauteur de 2 500 euros. Il me reste donc un résultat comptable de 2 500. D'accord. Et ce résultat-là, s'il est situé entre 0 et 38 120 euros, il est taxé à hauteur de 15%. Si mon résultat est situé entre 38 121 et 500 000 euros de bénéfices, il est taxé à 28%. Et au-delà, il est taxé à 33 un tiers. D'accord. Donc, si je comprends bien, puisque pour la plupart, on se lance dans l'immobilier, on vient de commencer, donc il vaut mieux créer plusieurs SCI à l'IS pour pouvoir bénéficier de la tranche imposée de 15%. Alors, très souvent, les investisseurs immobiliers ont rarement des résultats comptables qui sont
supérieur à 38 120 euros. D'accord. Quand bien même ils ont plusieurs biens immobiliers, notamment parce que on a cette notion d'amortissement qui intervient. Ok, super. Après, juste pour répondre à est-ce qu'on doit créer plusieurs sociétés immobilières ou une société civile immobilière et intégrer plusieurs biens, on aura des réponses qui vont être différentes. La préconisation quand même, c'est d'avoir une société par bien pour nous laisser plus de souplesse. Je m'explique, j'ai une société civile immobilière, j'ai fait de la location nue et demain je veux faire de la location meublée. Je vous ai dit que si on faisait de la location meublée, il y avait une forme d'incompatibilité entre la société civile immobilière et la location meublée. Ce qui veut donc dire que ça va entraîner ma société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Ce n'est peut-être pas l'objectif du client. Imaginons que le client détienne le bien depuis 20 ou 25 ans, c'est peut-être pas ce qu'il va souhaiter. Parce qu'il va se dire, si je vends, je vais me retrouver avec une fiscalité à l'impôt sur les sociétés alors que je serais exonérée si j'étais restée à l'impôt sur le revenu. Eh bien, on a la possibilité de changer la structure morale, la personne morale qui est une SCI, en SARL de famille, bien évidemment si les associés sont des associés de même famille, et pouvoir bénéficier des règles fiscales de la location meublée, qui sont identiques finalement que celles de l'impôt sur les sociétés, et de conserver son bien et la fiscalité de la plus-value des particuliers. Ça, on n'arriverait pas à le faire si ce même propriétaire avait 3 biens immobiliers dans cette SCI et que ces 3 biens étaient détenus par 3 locataires évidemment différents, parce qu'il faudrait soit accepter une période de vacances pour pouvoir changer tous les baux en location meublée en même temps, pour pouvoir modifier cette SCI en SARL de famille. Parce que la SARL de famille, elle, par exemple, elle ne peut avoir qu'une activité BIC, donc qu'une activité de location meublée. En fait, c'est l'inverse. La SCI à l'IR ne peut avoir que de la location nue et la SARL de famille à l'IR ne peut avoir que de la location meublée. D'accord. Et donc, quand on a plusieurs biens, eh bien, ça devient plus compliqué de pouvoir tout changer en même temps. En rythme de croisière, c'est intéressant la SCI à l'IS parce que très souvent, on n'est pas fiscalisé. Très souvent, on est dans le scénario que j'ai vu tout à l'heure, enfin que je vous ai annoncé tout à l'heure, on a un résultat qui est à 0. Seulement, lorsqu'on va vouloir vendre, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une fiscalité qui est beaucoup plus lourde que le fait de le détenir soit à l'impôt sur le revenu, dans une SCI à l'impôt sur le revenu, soit en nom propre. Oui. Mais parfois, ça répond à des objectifs, des objectifs du client, c'est-à-dire que le client pendant peut-être toute sa période de détention du bien, eh bien, n'a pas les moyens de payer l'impôt sur ses revenus locatifs. Donc, ça reste une bonne stratégie. Ok. Maintenant, si on veut combiner fiscalité avantageuse et détention de biens, eh bien, à mon avis, le plus intéressant reste la location meublée et non le fait de détenir le bien via une société civile immobilière. D'accord. Vous dites le plus intéressant, c'est de le gérer en nom propre. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne peux pas vous dire que cette règle fonctionnera ad vitam aeternam parce qu'on est en fiscalité, que ça peut changer régulièrement. Mais en tout cas, aujourd'hui, la location meublée est la forme la plus intéressante pour l'investisseur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il combine des règles fiscales qui sont celles de l'entreprise individuelle, qui permettent d'amortir, comme dans la société civile à l'impôt sur les sociétés qu'on a évoqué tout à l'heure. Et en plus, il conserve la fiscalité du particulier. Ça veut donc dire que au terme de 30 ans de détention ou de 22 ans dans mon exemple de tout à l'heure, si je détiens mon bien en nom propre, je suis sur la fiscalité des particuliers, je ne paye pas de plus-value. D'accord. Ok, je comprends. Puisque la SCI, c'est une société civile immobilière, est-ce qu'il y a, Oui. J'imagine que la tenue de la comptabilité est obligatoire
Quels sont les frais et est-ce qu'il y a d'autres obligations pour retenir une SCI? Alors, il y a effectivement des obligations de la part des associés. D'abord, les obligations vont être différentes si la société civile est à l'impôt sur le revenu ou si la société civile est à l'impôt sur les sociétés. Si elle est à l'impôt sur le revenu, elle doit tenir une comptabilité simplifiée et tenir ses décisions d'assemblée générale à la disposition en cas de contrôle. Quand vous dites en assemblée générale, qu'est-ce que c'est? Alors, l'assemblée générale, ça c'est le tronc commun de la société civile immobilière. C'est chaque année, les associés doivent se rencontrer pour l'assemblée générale et valider toutes les décisions de gestion ensemble et valider également, approuver les comptes de cette société. D'accord. Et faire un procès verbal. Et réaliser un procès verbal d'assemblée générale, effectivement, qui doit être tenu dans un registre des procès-verbaux de cette dite société. OK. Donc, sur une société civile, le tronc commun, c'est que nous avons des obligations effectivement juridiques avec la mise en place de cette assemblée générale, ça c'est une chose. Et concernant la société civile à l'impôt sur le revenu, eh bien finalement, on est amené à avoir une comptabilité plutôt dite simplifiée, même s'il sera préférable de réaliser des bilans comptables, c'est quand même les recommandations qu'on fait. Pour autant, un certain nombre de propriétaires ne font qu'une comptabilité simplifiée. En revanche, si on détient une société civile à l'impôt sur les sociétés, là, c'est différent. Les obligations sont donc différentes. On doit produire un bilan, réaliser une liasse fiscale qu'on doit télétransmettre à l'administration fiscale. D'accord. Et c'est quoi les coûts, les frais pour la tenue de la comptabilité? La tenue d'une comptabilité, alors ça va dépendre des cabinets, bien évidemment, mais au sein d'Amarissimo, on est sur un coût d'accompagnement qui débute à 420 € hors taxe. Alors, je dis qui débute parce qu'évidemment, il va y avoir des variantes. Est-ce qu'on a une TVA? Est-ce qu'on n'a pas de TVA à gérer? Est-ce qu'on a un logement? Est-ce qu'on a plusieurs logements? En fonction de ces sujets, eh bien évidemment, ça va faire augmenter l'accompagnement comptable et fiscal. Et puis après, il y a ces notions d'obligation juridique. Soit le client les réalise lui-même avec les risques que ça peut engendrer, soit il fait appel au cabinet d'expertise comptable. Nous, au sein du cabinet, on est sur une prestation annuelle à 150 € hors taxe. Soit il fait appel à un avocat et là, on va être sur des prestations qui risquent d'être beaucoup plus importantes. D'accord, vous voulez dire pour la création d'une SCI, on peut soit faire appel à un expert comptable, soit un notaire, soit un avocat. Alors là, je parlais des obligations juridiques annuelles. D'accord. Mais effectivement, pour créer une société civile immobilière, eh bien, vous avez le même choix, c'est de se faire accompagner par un juriste qui va vous aider dans la rédaction. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes très à l'aise avec le juridique, vous connaissez parfaitement vos objectifs et vous savez comment les rédiger. Il existe des solutions en ligne où on télécharge des modèles types qu'on complète et qu'on réalise soi-même. Attention, une mauvaise rédaction peut avoir des conséquences importantes. Si vous vous faites accompagner par un cabinet d'expertise comptable, et je vais vous donner la politique tarifaire d'Amarissimo, on est sur 650 € hors taxe, coût de constitution, auquel il faut ajouter des frais de formalité qui sont autour des 200 € TTC. Les frais de formalité, ce sont les frais de dépôt d'annonce légale, de publicité, etc. Ce n'est pas les frais qui sont pris c'est les frais que vous allez retrouver automatiquement. Vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner là aussi par un notaire ou par un avocat. Et il faut plutôt considérer ce budget multiplié par 2, celui que je viens de vous annoncer. On est plutôt entre 1 000 et 1 500 € en termes d'honoraires. D'accord. Alors, quand on se lance dans l'investissement locatif, il y a le loueur meublé professionnel et le loueur non meublé non professionnel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui. Alors, en fait, la location meublée, déjà, c'est très rapidement et très succinctement, c'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant puisqu'on a la capacité d'amortir et d'avoir le même raisonnement fiscal. Alors, ce que je peux peut-être vous proposer, c'est de vous partager sur un exemple, en partant d'un exemple d'un bien acquis 100 000 euros, juste pour comprendre la fiscalité avec des chiffres. Parce que c'est vrai que je peux facilement vous noyer sur ces données, alors que là, hop, en partageant mon écran, je vais pouvoir vous montrer euh, et étoffer par un exemple plutôt précis. D'accord. Imaginons que j'achète un bien d'une valeur de 100 000 euros, je meuble mon bien d'un montant de 2 500 euros et j'en génère des revenus locatifs pour un loyer mensuel de 600 euros. On D'accord. a intégré ici une taxe foncière quasiment identique au montant du loyer. On a pris en compte également le montant de l'assurance propriétaire non occupant. On a pris en compte des intérêts d'emprunt et on n'a D'accord. pris aucune autre charge en compte, juste pour que vous puissiez comprendre le mécanisme. OK. On est parti sur la tranche moyenne de l'investisseur qui est plutôt une tranche à 30% pour que vous puissiez comprendre aisément. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un client, on va avoir des investisseurs qui vont générer 7 200 euros de revenus locatifs. Oui, 600 fois 12, ça fait 7 200. OK. C'est tout à fait ça. Charges comprises. Charge comprise. Le client, cet investisseur, va déjà avoir, s'il fait de la location meublée, des étapes d'inscription et des choix sur ses options fiscales. Alors, on va faire un comparatif. Si ce bien, il est loué vide, eh D'accord. bien, il aura aussi le choix d'opter pour le micro, le régime du micro, c'est un abattement forfaitaire de 30%. C'est-à-dire que sur les 7 200 euros qu'il déclarerait, eh bien, il aurait un abattement de 30%, ce qui veut donc dire qu'on retiendrait une base à 5 040 euros et ce client paierait 2 379 euros d'impôt sur ses revenus locatifs. OK. Très souvent, d'ailleurs, les investisseurs occultent un petit peu cette partie-ci, donc c'est important en tout cas de le mettre en avant. Ce même client en location nue, et par rapport à l'exemple qu'on a donné, s'il avait opté pour le régime réel, ici on voit qu'il serait moins favorable parce qu'il a très peu de charges et donc sa base taxable serait plus importante et au régime réel, il paierait 2 421 euros d'impôt sur le revenu, CSG et CRDS inclus. Ce client, en optant sur la location meublée, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir le choix également d'opter pour le régime forfaitaire du micro-BIC. Et là, il va avoir un abattement de 50%. Beaucoup de propriétaires qui font de la location meublée se disent qu'en optant pour la location meublée, l'intérêt fiscal, il est dans l'abattement des 50%. C'est dommage parce que bien souvent, l'intérêt, il est ici dans le régime réel. Et on va expliquer pourquoi. Alors, l'abattement de 50%, c'est comme la location nue. J'ai une base de 7 200. J'ai un abattement de 50%, donc 3 600. Donc, du coup, effectivement, je vais être taxé sur une base moins importante et mon impôt sur le revenu serait ici de 1 700 euros. Ça marche. Arrondi. Mon client, si il sait de quoi il parle, s'il sait où il s'oriente, pardon, et si quelqu'un a le plaisir de lui expliquer comment fonctionne le régime réel, eh bien, il va pouvoir amortir son immeuble en location meublée parce qu'on est dans des règles de BIC commun, donc les mêmes règles qu'on a évoquées tout à l'heure sur la SCI à l'IS. Ce qui veut donc dire qu'il va pouvoir déduire une charge fictive qui est l'amortissement de l'immobilier. Ici, cette charge fictive, elle est de 4 757 euros. Est-ce qu'on peut regarder en détail les charges dans les 900 euros? Qu'est-ce que c'est les 900 euros? Alors, eh bien, les 900 euros, ça reprend ici, on a pris la taxe foncière pour un montant de 600 euros. On a pris l'assurance propriétaire non occupant pour un montant de 100 euros. Et puis, on a pris le montant d'une cotisation foncière des entreprises de 200 euros. D'accord. Parce qu'il y a une spécificité en location meublée, c'est que le loueur est assujetti, dans la plupart des cas, à une cotisation foncière des entreprises, qui est
souvent autour de 216 €, c'est le montant minimum, tout en sachant que cette application revient à la municipalité qui est souveraine, tant sur le taux, sur la base de calcul, sur l'assiette de calcul. Parfois, on a certaines municipalités qui exonèrent les loueurs en meublé totalement, parfois partiellement. Par exemple, si on prend la ville de Paris, eh bien, le montant minimum de la CFE à Paris est de 76 €. Donc ça, c'est un sujet, c'est presque un sujet sur lequel on peut en discuter pendant plusieurs minutes parce que c'est assez nébuleux pour comprendre le calcul. Et puis, entre ceux qui sont exonérés, ceux qui ne sont pas, et les erreurs qu'il y a aussi, parce que nous, on a des cas où on a des propriétaires nantais qui ont, par exemple, un bien dans la même rue, il y en a un qui paye de la CFE et l'autre qui n'en paie pas parce qu'il y a des oublis ou il y a des erreurs dans les calculs. Ça arrive. D'accord. Bon. Juste donc ici, oui. Ici, pour revenir sur le sujet, oui. On a donc 900 € de charges qu'on a intégrées ici. Donc, on va déduire l'ensemble de ces charges et en location meublée, ce qu'il faut savoir, c'est que toute dépense engagée est une dépense déductible. D'accord. Contrairement à un bien loué nu, ou auquel cas il faut répondre à des règles spécifiques pour déduire les charges qu'on peut avoir. Ici, peu importe le centime ou l'euro engagé, il sera déduit ou amorti en fonction de la nature de la dépense. Ici, on a donc réintégré les intérêts d'emprunt. D'accord. On a intégré ici des frais de comptabilité parce que, je vais vous expliquer, mais effectivement, quand on est en régime réel, eh bien, il y a la nécessité de réaliser un bilan comptable. Mais en tout cas, juste la conclusion, parce que l'objectif était de comparer la location meublée au régime réel à la location meublée au régime du micro-BIC. En location meublée au régime réel, la base imposable sur cet exemple, elle est à 0. On a des amortissements qui gomment, en règle générale, entre 50 à 80% des revenus locatifs. OK. Et c'est le cas ici. Donc, on a une base à 0. Donc, peu importe la tranche marginale dans laquelle nous sommes, même si nous sommes à 41 ou 45%, eh bien, si la base est à 0, on ne paiera pas d'impôt sur ces revenus locatifs. Ici, dans notre exemple, vous voyez juste un moins 363. Donc, vous pouvez peut-être vous interroger, vous dire, mais comment se fait-il qu'on me rembourse de l'impôt ? Eh bien, oui, si on adhère à un centre de gestion agréé, le loueur a la possibilité, en fait, quand on fait de la location meublée, on a besoin d'être accompagné par un expert comptable pour réaliser son bilan. C'est un coût. Le coût, il est affiché ici. C'est un coût, là, c'est le tarif préférentiel qui vous est accordé ou qui est accordé à vos clients, en tout cas Ting. On est sur une base à 444 €, plus une cotisation au centre de gestion agréé qui est ici estimée à 100 €. Sur cette base-ci, le client s'en fait rembourser les 2/3 de ses frais comptables. Ça veut donc dire qu'il se fait rembourser 363 € en réduction d'impôt. D'accord. Donc, son coût d'accompagnement net lui revient à moins de 200 € pour une économie d'impôt qui est relativement intéressante si on devait faire la comparaison avec le régime du micro-BIC, ici à 1 700 € et les revenus fonciers ici à 2 379 €. D'accord. Ça, c'est la première année. La deuxième année, les loyers, c'est toujours 7 200 €. Appartement ou charges, c'est toujours 900. Par contre, les intérêts, c'est moindre que 1 370 €. Les intérêts, c'est moindre que 1 370, effectivement, parce que c'est dégressif. Mais là, dans notre exemple, je n'ai pris aucune charge de copropriété. Okay. Donc, vous avez aussi des charges de copropriété qui vont venir déduire et être déduits, et donc vous serez encore à 0. En règle générale, bon, ça dépend du taux de rendement de votre bien immobilier. Mais très souvent, on a quand même tendance à dire que la location meublée permet d'avoir des revenus nets d'impôt jusqu'à au moins 15 ans. D'accord, c'est intéressant. Voilà, c'est dans la plupart des cas, hein, évidemment. Si j'ai un rendement très intéressant, peu de charges, il y a des chances que je paye de l'impôt. Mais si vous payez de l'impôt sur vos revenus de location meublée, c'est que vous avez fait un excellent investissement.
Là, on est plutôt, puisque les loyers annuels, c'est 7 200 €. Le Oui, prêt d'achat, c'est 100 000 €. Donc, on est sur un rendement brut de 7% à peu près. oui, c'est ça. OK, d'accord. Là, est-ce que c'est en nom propre ou c'est en société? C'est en nom propre. C'est en Quand nom on fait de propre. la location meublée, c'est en nom propre. Si on est en société civile, on l'a vu, ça entraîne l'impôt sur les sociétés, donc c'est plus du tout ce raisonnement-ci. D'accord, OK, ça marche. Alors, je pense que parfois, en fait, on a encore des personnes qui se disent, mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis en société ou est-ce que j'investis en nom propre? Oui, Moi, je vais vous dire, quel est votre objectif? Si votre objectif, c'est de penser transmission aujourd'hui, maintenant, rapidement ou à terme, peu importe, peut-être que la société sera intéressante. Mais si vous souhaitez faire du meublé, eh bien dans ces cas-là, ce ne sera pas une société civile immobilière, mais ce sera une SARL de famille. C'est une d'accord, autre forme. OK. Après, moi, si j'ai un conseil à donner sur ces sujets, c'est qu'en fait, alors dans la majeure partie de nos loueurs en meublé, très honnêtement, 95% de nos loueurs en meublé, peut-être même plus, achètent en nom propre. Vous dites 95% des loueurs en meublé achètent en nom propre. D'accord, Oui, OK. parce que c'est déjà un modèle d'acquisition qui nous permet fiscalement de répondre à l'intérêt, enfin à la motivation des règles d'une société avec l'avantage de conserver les règles, le régime de plus-value des particuliers. D'accord. Donc, on est vraiment dans un schéma extrêmement intéressant. Alors, ces dernières années, surtout ces 2 dernières années, le passage de LMP, donc non professionnel, au passage LMP professionnel, a fait beaucoup de bruitage. On pense que c'est la fin pour la niche fiscale, c'est la fin pour la location dans l'investissement immobilier. Est-ce que vous pensez que le passage de non professionnel à professionnel est une fatalité? Alors, d'abord, il y a deux choses. Effectivement, c'était votre question, c'est de se dire, comment on devient loueur en meublé professionnel? Et est-ce qu'il y a des seuils pour la location meublée non professionnelle? Je dirais que par défaut, quand on veut faire de la location meublée, finalement, on le fait à titre patrimonial. Donc, on est un loueur en meublé non professionnel. On n'a pas de limite. On peut parfaitement avoir 100 000 € de revenus locatifs et être toujours un loueur de meublé non professionnel. La question, c'est, pour être loueur en meublé professionnel, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, aujourd'hui, il faut deux conditions. La première condition, c'est d'avoir au moins 23 000 € de revenus locatifs. Première condition. Deuxième condition, c'est d'avoir que ces 23 000 € de revenus locatifs soient la source essentielle du foyer fiscal. Ça veut donc dire que si j'ai 23 000 € de revenus, il faut que mes revenus professionnels, par ailleurs, soient inférieurs à 23 000. D'accord. Donc, j'ai 23 000 € de revenus location meublée, j'ai 20 000 € de revenus de salaire par ailleurs. Oui, je suis un loueur de meublé professionnel au sens fiscal. Oui. Quelles conséquences ça va avoir? Ça va avoir que dans ma déclaration d'impôt, je ne vais plus mettre location meublée non professionnelle, je vais déclarer location meublée professionnelle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autres conséquences que celles-ci sur la partie déclaration. Ça a des conséquences fiscales, c'est-à-dire que si je crée un déficit, mon déficit, je vais pouvoir l'impacter sur mon revenu global. Bon, très souvent, comme les amortissements ne peuvent pas concourir à la production d'un déficit, on a rarement un déficit, même en location meublée professionnelle. Il faut le savoir. Ensuite, souvent la crainte, c'était de ces loueurs de payer des cotisations sociales. Auparavant, quand on était loueur en meublé professionnel, on s'inscrivait au registre du commerce et des sociétés et ça générait des cotisations sociales. Aujourd'hui, dès lors qu'on n'a plus cette inscription au registre du commerce et des sociétés, puisque ça a été jugé anticonstitutionnel par le Conseil d'État depuis février 2018, eh bien, nous n'avons plus ces cotisations sociales pour les loueurs. D'accord.
Donc finalement, on n'a plus à payer ses cotisations sociales en plus. Alors, j'apporte une petite précision sur les cotisations sociales. Aujourd'hui, les cotisations sociales pour les loueurs en meublé sont réservées aux loueurs en meublé qui font plus de 23 000 € de location saisonnière. Ces personnes-ci doivent impérativement se déclarer auprès soit du régime général, soit de la caisse de sécurité sociale des indépendants pour cotiser justement parce que c'est une de leurs obligations. C'est la loi de finances de la sécurité sociale 2017, suite au lobbying qui a été réalisé par les professionnels de l'hôtellerie, qui considéraient qu'il y avait une concurrence déloyale entre ces personnes qui font de la location saisonnière type Airbnb et la location et ces professionnels de l'hôtellerie. Donc, il ne faut pas confondre, enfin, il faut faire attention, il y a plein de confusions qui arrivent sur ces sujets. Donc, moi, je vous dis juste, quand je fais de la location meublée, aujourd'hui, que je sois professionnelle ou non professionnelle, si je ne parle pas de location saisonnière, eh bien, je n'ai pas de cotisation sociale. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, la question va donc se poser, alors, au moment de la vente. Parce que quand on est loueur en meublé professionnel, on a un intérêt fiscal qui peut être intéressant. En effet, ce loueur, s'il vend son bien, qu'il est loueur en meublé professionnel depuis plus de 5 ans, qu'il a un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 €, en cas de vente, il est exonéré de plus-value. D'accord. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux débutants qui se lancent dans leur premier bien ou dans leur deuxième bien immobilier? Oui, alors, bon, on a une vision expert comptable, mais au-delà de cette vision, on va vous donner le premier conseil, c'est celui de l'emplacement et puis de l'occupation locative. Effectivement, c'est important de bien choisir ses biens immobiliers. Au-delà de tout ça, quand on est investisseur, eh bien, si vous avez la chance de connaître finalement toutes les astuces de la location meublée et d'opter pour le régime réel, je pense que vous faites le meilleur choix. Parce que, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on combine ces fiscalités avantageuses d'un point de vue tout au long et toute la vitesse de croisière de l'acquisition et au-delà de la sortie. Ensuite, bien pour tous ceux qui se disent avoir un résultat positif malgré la location meublée, malgré cette fiscalité, dites-vous que vous avez fait un excellent investissement et que vous avez de la chance de payer de l'impôt sur le revenu en location meublée. Ok, super. Merci de vos conseils précieux. Je vous dis à bientôt. À très bientôt, Ting. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez acheté mon livre, je vous offre 2 bonus. Le premier bonus, c'est 1 heure de session découverte avec moi où vous allez partir avec un plan d'action personnalisé où je vais vous aider à avancer dans l'investissement locatif. Le deuxième bonus, c'est ma mini-formation « Comment maximiser le potentiel de votre bien ». Elle est totalement offerte. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour vous le procurer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.